Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur le service public libre et nous sommes ce soir dans l'émission présidentielle 2022 avec à ma gauche sur l'écran Monsieur Upinski et à ma droite capitaine Alexandre Juving-Brené. Voilà, alors on va donc présenter donc cette émission présidentielle 2022, l'émission qui cherche le président pour l'électorat des abstentionnistes, l'électorat donc de ces Français qui ne trouvent plus dans le paysage politique actuel depuis déjà plusieurs années même de représentants, hein, de ces fameux représentants, en tout cas de cette personne capable d'incarner le programme qui sauvera la France. Donc, Monsieur Upinski, que vous connaissez déjà bien avec les différentes émissions que vous avez pu voir sur le service public libre, et eh bien le capitaine Alexandre, que je vais laisser se présenter, donc présenter un petit peu votre parcours et, euh, et voilà. Donc je vous donne la parole. Est-ce que je commence? Voilà, tout à fait. Ouais. Présentez-vous. Écoutez, merci de m'offrir cette tribune ce soir. Donc je m'appelle Alexandre Juvin-Brunet, je suis un ancien capitaine saint-cyrien de gendarmerie. Je viens de Toulon, je suis né à la Seine-sur-Mer, dans le Var. J'ai eu une carrière, une éducation scolaire et familiale tout à fait normale, comme tout bon Français, c'est-à-dire la classe moyenne, principalement. Une mère qui avait été ouvrière quand elle était jeune, puis qui progressivement, à force de travail, a pu bâtir sa petite vie et m'offrir un confort relatif qui m'a permis de suivre des études normales, où j'ai travaillé avec le mérite et l'ardeur. J'ai pu m'élever donc jusqu'à des niveaux qui m'ont permis d'intégrer le lycée militaire du Prytanée, dans la Sarthe, où j'ai pu suivre des études d'Hippocane et de Cagnes. Ensuite, j'ai intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où j'en suis sorti dans les majors, dans les 15 premiers, pour pouvoir choisir la gendarmerie nationale et servir en gendarmerie nationale ensuite pendant encore 8 années, où j'ai été commandant de brigade, donc commandant de communauté de brigade. J'ai commandé 3 brigades à 24 ans, puis j'ai été commandant de peloton d'intervention, puis j'ai servi en état-major. Et enfin, mon dernier poste était à Toulon, au renseignement militaire, où j'ai pu donc, avec passion, servir la France dans ses missions de terrorisme, d'espionnage, de subversion de sabotage et de crime organisé, avant de démissionner en 2013, suite à un certain désaveu, à une certaine, un certain désaveu, oui, par rapport à ma projection initiale de ma carrière qui était au service de la France et du peuple, dont je fais partie, dont je suis vraiment un ressortissant. Et donc, j'ai tout arrêté pour suivre ma propre voie, devenir chef d'entreprise, que je suis maintenant depuis 8 ans. Et je suis récemment, depuis 1 an, revenu un petit peu dans l'arène, dans la fosse aux lions politique et citoyenne, pour essayer d'apporter ma voix à tout ce qui se passe en France depuis maintenant 18 mois, et qui nous ont plongés dans une situation très regrettable, qui m'a apporté beaucoup de peine. Mais cette peine n'est pas suffisante. Il faut savoir accuser cette peine, mais ensuite savoir ce que l'on en fait. Et j'ai décidé d'agir pour essayer de sauver tout ce que l'on peut sauver de la France millénaire, de son peuple, mais surtout de son futur. Très bien. Bah, écoutez, merci pour cette introduction. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Upinski. Oui, je voulais simplement demander au capitaine quel est son. Disons qu'il y a 3 défis actuellement. Nous sommes à un moment critique. C'est la veille du 9 août. Le 9 août, c'est l'équivalent du débarquement qui doit être le symbole de la contre-offensive. Il faut casser la machine de guerre qui nous opprime. Et c'est un jour symbolique. Il est évident que ça ne va pas être fait. C'est comme le débarquement, toute proportion gardée, du 6 juin. Ça a pris un certain temps pour arriver à Paris au mois d'août, si je peux dire. Mais justement, le mois d'août est un mois crucial. Donc actuellement, les forces gouvernementales, pourrait-on dire, ou pseudo-gouvernementales, sont très étonnées de la mobilisation. Il y a une très très grande mobilisation, comme il n'y en a jamais eu au mois d'août.
Et en fait, c'est tout le peuple de France qui se mobilise. C'est-à-dire que ce ne sont pas des montées à Paris de manifestants. À Paris, ce sont les Parisiens qui manifestent. Dans les provinces, ce sont les provinciaux qui manifestent. C'est-à-dire que ce crime contre la France, peut-on dire, on pourra choisir les mots, eh bien, c'est maintenant, les Français en ont de plus en plus conscience, et c'est maintenant qu'il faut donner un coup d'arrêt, du moins un signal fort, comme on dit, très très fort, un coup de bélier demain, pour ne pas rentrer dans le collet d'étranglement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, vous devez savoir dans les services, le coup du perroquet. C'est au départ qu'il faut refuser d'être mis dans le coffre de la voiture quand on est enlevé, si vous voulez. C'est le moment où jamais. Il faut que celui qui veut vous museler ait un tel contre-coup qu'il en soit lui-même stupéfait. Il faut qu'il soit frappé de stupeur. Donc demain, nous allons en parler, il faut que la France entière fasse un blocage, que ce soit le blocus du 9. Chacun à sa manière. Nous allons en parler. Alors, je vais poser la question, la première question. Je pense qu'il y a trois parties vraiment très importantes, trois parties qui ne sont pas abordées en tant que telles. Premièrement, c'est le processus intellectuel, parce qu'on peut dire qu'il y a eu une attaque cybernétique sur notre cerveau. Les Français sont stupéfaits, sont arrêtés. Depuis le 16 mars, c'est le coup classique de l'entrée en guerre ou l'autre. C'est tellement stupéfiant que le cerveau se déconnecte. Il n'est plus capable de penser, il n'est plus capable de raisonner. Donc, il y a trois parties, je pense. La première, c'est le défi de l'intelligence. Et là, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet va nous dire comment il voit les choses en termes de théâtre des opérations, quel est le champ de bataille, de quoi s'agit-il, quels sont amis, ennemis, etc. La deuxième chose, c'est le défi de la communication, la verbalisation des mots. Quels mots faut-il utiliser? Et dans les mots, nous avons la force morale. C'est-à-dire que suivant les mots que nous utilisons, nous sommes plus ou moins forts, puisque dans la guerre, vous le savez, nous le savons, il y a les forces morales et les forces physiques. Et en général, ce sont les forces morales qui triomphent, c'est ce que disait Napoléon. Il y a deux forces, le glaive et l'esprit, mais c'est toujours l'esprit qui finit par triompher. Et puis la troisième partie, c'est le défi de l'action dont nous avons commencé à parler. Quel est l'ordre du jour, pour parler comme le maréchal Foch, de demain, pour d'une part gagner la bataille du mois d'août. Il faut affaiblir les forces de l'ennemi, si je peux dire, qui nous oppriment. Sinon, triompher, il faut qu'il soit stupéfait, frappé de stupeur. Et après, l'horizon après, c'est l'horizon des présidentielles, c'est-à-dire en termes militaires, c'est celui qui a gagné la bataille, qui a le droit de commander, et ce sont ceux qui ont gagné la bataille du coronavirus, si je peux dire, et qui seront éligibles au présidentiel. Voilà. Donc, c'était la première question, si on peut dire. Quel est le défi de l'intelligence? Quelle est votre vision militaire? Donc, force, faiblesse, ennemi, par rapport à la situation, notamment le défi du 12 juillet, du président, juillet, et puis la démission totale, la défaite totale du Conseil constitutionnel qui n'a même pas lu la Déclaration des droits de l'homme, si on peut prendre des mots. Voilà, vous avez la parole. En tout cas, merci. On peut dire que votre question et sa richesse contrastent totalement avec la pauvreté des questions qui peuvent être posées de nos jours sur les plateaux de télévision, CNews ou BFM. Donc, merci pour cette question d'une grande complexité, où je vais essayer d'y apporter des réponses simples et claires pour que les personnes qui nous regardent ce soir comprennent ce qui peut se passer. Tout d'abord, je voudrais parler de ces trois défis dont vous parlez, mais un petit peu juste empiéter directement sur le défi verbal que vous avez mis en deuxième, mais qui en fait est très intéressant parce que vous avez d'emblée utilisé dans votre introduction une terminologie militaire que nous connaissons bien dans les forces armées. Les différentes écoles nous forment et nous apportent, on va dire, une culture. On parle vraiment de culture militaire où des termes sont consacrés à ces domaines. Et donc, si on parle de guerre, on parle de bataille, c'est parce qu'une guerre a été déclarée. Mais une guerre, manifestement, nous avons le droit actuellement d'utiliser ce terme. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron nous en a offert la possibilité il y a quelques jours. Jeudi matin, parution de Paris Match, nous avons M. Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, donc un président de la Ve République, qui compare une partie désormais devenue importante du peuple français à des ennemis et non pas des adversaires. Et là, ça change déjà la donne. Ça nous introduit déjà on va dire, dans une sphère qu'on appelle héristique, la sphère de la guerre, la sphère du combat. Mais pas simplement le combat politique, citoyen ou politicien. Cette fois-ci, c'est autre chose. Parce qu'il a vraiment mis, et je pense que ses conseillers en communication, les spin doctors, toutes les personnes qui l'entourent, qui sont des gens assez intelligents, je pense, ont eu l'intelligence dans leur plan d'utiliser les bons mots, parce que je pense qu'ils ont un agenda
de guerre et donc de bataille. Et là, ils sont en train de livrer une bataille, et vous l'avez très bien dit, qui est une bataille aussi sur le terrain, mais aussi une bataille cognitive. C'est pour ça qu'il y a une articulation très importante dans cette bataille, dans cette guerre aussi, entre le média et le politique. Et vous avez pu voir que le média était imbriqué, intimement lié, était le premier ambassadeur du pouvoir. Donc nous ne sommes plus face à des journalistes. Nous sommes vraiment à des relais cognitifs, des relais d'information du pouvoir. Bref, c'est même plus l'ORTF, c'est vraiment une télévision presque stalinienne, ou du temps de Brejnev ou de Khrouchtchev. Bref. Mais pour revenir à la guerre, vous pourriez demain lire tous les ouvrages de stratégie ou dédiés à la guerre. Ce que j'en ai retenu de tout ce que j'ai pu lire à Saint-Cyr, principalement, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est que la guerre est une dialectique de volonté. La guerre demande, bien sûr, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, dialectique de volonté, mais aussi continuation de la politique par d'autres moyens. Tout est politique. C'est-à-dire que les personnes qui sont en face et qui sont en train de créer un climat délétère, un climat lourd, un climat écrasant pour une partie du peuple français, ont véritablement déclaré une guerre à une partie de ce peuple, parce que ce peuple résiste à leur agenda. Donc, cette résistance leur demande de redoubler d'efforts et d'utiliser toutes les armes à disposition. Ils ont la volonté de suivre un certain agenda politique dont on peut parler, qui est un agenda, je pense, des plus liberticides. On peut revenir au but de guerre. Dans une guerre, il y a des buts de guerre. Donc si demain il y avait une guerre, quels seraient les buts de guerre politiques des personnes qui ont déclaré la guerre, ou plutôt qui nous ont déclaré la guerre, nous, peuple français? Parce que je mets cette guerre plutôt contre le peuple français, qui d'ailleurs l'a parfaitement senti et l'a parfaitement conscientisé. Voilà la raison pour laquelle nous voyons des cortèges de manifestations avec une composition absolument, mais composite, justement, du peuple français. Toutes les couches de population sont représentées, tous les âges sont représentés, toutes les conditions sociales sont représentées. Donc le peuple a compris que c'était une attaque frontale contre ses libertés, contre son devenir, bref, tout ce qui fonde en fait l'essence théoriquement du peuple français depuis plus de 2 siècles. Théoriquement, je dis bien. Donc il y a actuellement une volonté politique qui doit s'opposer à une volonté du peuple manifestée. Et dans cette dialectique de volonté, dans ce choc de volonté, c'est là où les choses vont vraiment démarrer. Parce qu'on parle de guerre, mais je pense qu'on était dans la phase préparatoire de la guerre. Pour conduire une guerre, il faut en penser les buts politiques, et ensuite il faut en caler tout l'aspect programmatique et préparatoire donc. Donc préparer tout ce qui sera nécessaire pour que la guerre ensuite soit exécutée jusqu'à son succès. Le succès étant, bien entendu, et on revient à l'Empire romain, vae victis, mort aux vaincus. Ceux qui sont défaits n'ont plus aucun droit. Et c'est les vainqueurs qui décident des conditions de la victoire. Donc c'est même plus un armistice, hein, c'est une reddition sans condition, mais qui décide aussi de tout ce qui va suivre sur ce peuple. Donc voilà, si je pouvais faire un petit développement avec aussi une terminologie guerrière, diplomatique, politique de ce qui se passe, dialectique de volonté, continuation de la politique par d'autres moyens. Actuellement, c'est une phase préparatoire. Tout a été savamment, insidieusement, et j'ai envie de dire sournoisement préparé par un gouvernement qui n'est plus le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce sont, alors je prends à mon compte votre réflexion d'hier soir sur une autre chaîne qui me disait que ce ne sont plus des élites. Je le prends à mon compte, vous avez tout à fait raison. Ce ne sont pas des élites intellectuelles ou morales, mais ils sont considérés comme les élites de leur système, une pointe de diamant qui va permettre en fait de casser l'édifice en face, l'édifice social, l'édifice sociétal. Et ils sont payés, ils sont formés, voire ils sont formatés pour ça. Bah, très bien. Monsieur Lipinski, alors, excusez-moi, j'ai coupé votre micro parce que ça a créé des grésillements. Voilà, vous pouvez parler. Attendez, je peux parler. Bon. Voilà, je peux parler.
Merci. La parole coupée ou la tête coupée ou la parole coupée. Bon, ce que vous avez dit est tout à fait passionnant et disons que la vision militaire est la bonne, puisque si nous sommes en guerre, le point de vue doit être militaire, bien entendu. Mais là, je vais vous poser une question, c'est que quelle est l'arme utilisée actuellement? Je ne sais pas si vous connaissez le colonel Ardant Dupic, Oui, études sur le combat. Bon, c'était le colonel Chateau-Jobert qui avait réussi certaines choses très particulières, qui m'avait invité il y a bien longtemps déjà à lire ce livre. Et disons que ce livre est articulé, est centré, a pour principe directeur la peur, justement. C'est-à-dire que ce qu'il dit, je résume très simplement, c'est on gagne sur un front lorsqu'on peut imposer une quantité de peur supérieure à celle que peut supporter l'ennemi. Bon, alors si on part de ce concept, évidemment, ce qui est très particulier, c'est que Tartuffe, l'arme de Tartuffe, c'était d'utiliser la morale pour duper celui qu'on voulait dépouiller. Et là, nous avons la double peine, c'est-à-dire que nous avons affaire à Tartuffe, effectivement, qui parle tout le temps de morale, bon, ça c'est une chose, mais l'arme, évidemment, c'est la terreur. Et donc, la question que je vous poserai, j'ai parlé tout à l'heure de disjonction du cerveau, finalement. Parce que ce qui me frappe en tant que scientifique, qui me bat sur le terrain de la destruction de l'intelligence depuis 40 ans, quand même, puisque ça a commencé à l'école, c'est-à-dire que quand on veut, vous parliez de V Victis tout à l'heure, malheur aux vaincus, c'est qu'il est évident qu'il y a un agenda. L'agenda, je n'ai jamais été contesté depuis 40 ans. La réforme des mathématiques modernes avait pour but, le but c'est de décérébrer les élèves, c'est-à-dire de les éloigner, non pas du traitement comme maintenant, mais des armes du cerveau, des instruments d'intelligence qui sont les outils logiques qui permettent de comprendre quel est l'ennemi. Et la deuxième chose, c'était d'introduire à une société numérique totalement contrôlé par le numérique que l'on voit. Et le passeport sanitaire, évidemment, c'est le début du contrôle numérique total. Bon. Et donc, pour lutter, alors, disons, cette peur qui est totalement irrationnelle, puisque les Français avaient oublié qu'on pouvait mourir, bon, mais quand on regarde, il y a une débâcle totale des institutions et des scientifiques. Je n'ai pas vu un seul scientifique s'exprimer. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des commentaires, mais la démarche scientifique épistémologique en particulier n'a pas été adoptée. Si l'on prend en particulier, le gouvernement est arrivé à grossir démesurément la réalité. Bien entendu, il y a des morts, mais si vous voulez, quand vous ne représentez qu'un seul risque de mort, ça devient terrifiant. En grossissant une vipère dans le Midi, eh bien, plus personne n'oserait sortir, si vous voulez. Bon, ça, c'est extrêmement facile, c'est l'effet Lout. Mais je voudrais quand même rappeler quelques chiffres qui montrent le désastre scientifique actuellement. C'est que vous avez les preuves actuellement disons, cette guerre terroriste faite par le gouvernement, d'abord à l'intelligence. C'est-à-dire que dans les trois parties, le défi de l'intelligence, c'est voir les choses comme elles sont. C'est le défi du vrai. Bon. Après, bon, eh bien, je vais simplement rappeler quand même un chiffre très simple, c'est que si on compare 2020, alors il y a une telle manière il y a une formule, c'est qu'il filtre le moucheron et laisse passer le chameau. C'est ce qu'on peut voir actuellement. Bon, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses. Et puis Henri Poincaré disait, celui qui n'aurait vu l'éléphant qu'au microscope, que comprendrait-il de cet animal? Bon, donc actuellement, tout le monde regarde avec son microscope, les vidéos, les YouTube, etc. Bon. Un seul chiffre, un seul tour. En 2020, il y a eu 667 000 décès. Bon. Et les chiffres sont simples. Il y a eu une surmortalité de 2020 par rapport à 2019 de 41 922 si l'on enlève les 2% dus au vieillissement de la population. 41 000. Ça fait, si vous voulez, 7% de surmortalité. Et c'est au nom de 7% qu'il faut d'ailleurs réduire. On va en parler tout à l'heure. Mais restons d'abord dans les chiffres. C'est au nom de 7% que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il faut quand même faire un arrêt sur image. Parce que l'intelligence, pour savoir si la mer est salée, c'est pas la peine de mettre sa cuillère indéfiniment dans l'eau comme je le vois. Il suffit de bien boire une cuillère et la science nous apprend qu'une fois qu'on a compris une chose, il faut en tirer les conséquences et ne pas répéter indéfiniment les opérations. Donc, bon, eh bien, donc, le grossissement, la peur, si vous voulez, repose sur une peur totalement irrationnelle. Il y a eu un accroissement de cette. Or, si vous voulez, comme il y a
toute la population mourra. Je le rappelle aux auditeurs, nous mourrons tous. Hein, nous mourrons tous, plus ou moins rapidement, et plus ou moins bien. Bon, eh bien, il y a 1% de la population, presque exactement, qui meurt tous les ans. 1%. Bon, et si vous prenez une surmortalité de 7%, ça vous fait 7 pour 10 000 de plus. Donc, c'est un non-événement. Un non-événement, sauf pour ceux qui meurent, bien entendu, et qui sont morts dans des conditions atroces, parce qu'ils sont morts asphyxiés par mon traitement, nous allons parler. Mais si vous réduisez les 7 pour 10 000, comme je l'ai prouvé déjà il y a plus d'un an, il y a à peu près une surmortalité de 82% due au non-traitement. Et ça, c'est scientifique. Il est évident que si on ne traite pas une population, il y en a plus qui meurent que ce qu'ils étaient traités. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien pour la première fois, un gouvernement a éloigné le malade du médecin. Hein, donc, c'est cette chose. C'est pour ça que je dis qu'il y a actuellement une destruction du cerveau que je dénonce depuis 40 ans. C'est que quand vous constatez qu'un gouvernement impose de ne pas aller voir le médecin, eh bien, la messe est dite, si je peux dire. Nous avons compris. C'est qu'il a un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une intention criminelle. Et en plus, pour aggraver la situation, il était dit de prendre du Doliprane. Or, le Doliprane masque les effets du coronavirus et après, ça vous conduit directement au 15, c'est-à-dire à l'engorgement des hôpitaux. Donc, l'organisation d'insuffisance de moyens des hôpitaux a été préméditée, organisée. Après, vous mettez sur une liste de toxiques l'hydroxychloroquine. Ensuite, vous envoyez un message de terreur dès le 25 janvier. Si vous avez des symptômes, restez chez vous. Et si jamais la situation s'empire, faites le 15. Donc, nous avons eu un fléchage vers la mort. Je ne vais pas en dire plus, mais ce qui est important, c'est que nous sommes devant une scène de crime. Et en première ligne, tel que je l'ai été, donc, vous avez eu une euthanasie des personnes âgées qui ont été abandonnées, qui sont mortes asphyxiées. Donc, quand vous êtes, c'est un bon roman policier, si je peux dire, ou un mauvais, quand vous êtes devant quelqu'un qui est mort, il y a 3 possibilités, mort naturelle, suicide et crime. Nous sommes dans ce crime. Alors, je vais vous poser la question. C'est qu'en termes stratégiques, puisque la peur est l'arme, finalement, utilisée pour nous passer la camisole, détruire notre cerveau, détruire notre économie, détruire notre culture, la distanciation, eh bien, il y a 2 manières de faire cesser la peur. Ou bien on montre que la peur est tout à fait anormale. Et là, c'est pour ça que le mot d'ordre pour demain, le mois d'août, c'est retour à la vie immédiate, quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas justifié. Donc, cette politique du gouvernement n'a aucune justification. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une peur supérieure, si je peux dire, à l'autre peur. Donc, j'allais dire, comment voyez-vous finalement cette guerre très particulière, puisque on peut dire que c'est une guerre de décapitation des Français qui n'arrivent plus à retrouver leur esprit. Et je citerai, avant de vous repasser la parole, sur voir comment mener cette guerre, en rappelant effectivement, c'est Clausewitz qui dit que le politique doit dominer le militaire. Donc, la guerre appelle quand même à une reconstitution politique, c'est quand même important. C'est quand même un livre qui a trouvé ses lettres de noblesse, c'est le livre Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris que pour des cons. C'était un livre qui a été édité chez Albin Michel par Philippe Guillaume, l'ancien PDG d'Antenne 2 FR3, qui déjà, à l'époque, en se basant sur mon livre La tête coupée d'ailleurs, avait dit qu'on ne prenait à l'époque les Français que pour des cons. Alors évidemment, c'est un mot peut-être vulgaire, mais il n'y en a pas qui viennent aussi bien dire les choses, et les Gilets jaunes l'ont repris. C'est-à-dire que j'en appelle à un choc métaphysique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile psychologiquement de considérer que notre ennemi, c'est notre maître, si je peux dire. Que, comme le disait Saint-Just, le peuple n'a pas de pire ennemi actuellement que son gouvernement. Et donc, quand il y a ces manifestations, en appelant à la liberté, non, on n'a pas à quémander la liberté. La liberté, surtout les francs, puisque nous sommes le pays des francs, la liberté, ça s'assume. La liberté, ça se reprend éventuellement par les armes de l'intelligence ou les autres. Mais on n'a pas à demander. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui nous ont fait libres. Nous sommes libres, et d'ailleurs Machiavel le dit à l'époque, que le peuple franc, c'est le peuple libre. Nous avons toujours été un peuple libre avant de nous passer la camisole. Donc, dans ce combat crucial avec les Gilets jaunes qui ont pris, on nous prend pour des cons, si le matin, chacun des Français qui accepté de mettre le masque, se faire piquer, se dit au fond, est-ce que je ne suis pas comme un con? Et il faut prouver que nous ne sommes pas ces cons. Il faut prouver, il faut rendre, parce que vous l'avez dit, le président Macron, ou Emmanuel Macron, si vous préférez,
nous traite vraiment comme des moins que rien, nous méprise. D'ailleurs, il prétend qu'il est du côté de la science alors que c'est le chef des Quelle est complotistes. votre question, s'il vous plaît? Oui. Bon, ma Oui, voilà, question, c'est monsieur. en termes militaires. Ça fait 12 minutes que vous me la posez. Bon, alors, vous avez la parole maintenant. Comment voyez-vous la reprise du pouvoir et comment gagner cette bataille du mois d'août? Bah, écoutez, pour rebondir sur je pense sur la tirade excellente que vous venez d'avoir par rapport à la situation et la France, je repartirai voilà, cette guerre, et comme vous l'avez très bien dit, une guerre qui est sur notre cognition. Pourquoi? Parce qu'une dictature de nos jours, une dictature réelle, telle qu'on l'a appris dans les livres, serait quelque chose qui ne serait pas avouable et qui ne pourrait pas en fait être imposé d'une façon brutale. Parce que ce serait en fait comme un peu la métaphore de la grenouille que vous plongez dans une casserole d'eau chaude, elle sentira que c'est brûlant et elle en ressortira. Donc il faut mettre la grenouille dans une casserole d'eau froide, progressivement monter le thermostat et ensuite la cuire. Donc imaginez que la casserole et l'eau, eh bien, ce sont nos chers amis oligarques et toutes les forces financières qui nous encerclent, et qui utilisent en fait la jonction d'une technocratie servile pour normatiser notre vie et nous imposer beaucoup de choses au quotidien, ce que nous sommes en train de vivre. Et la grenouille, c'est le peuple français. Voilà. Donc reste à savoir maintenant si le peuple français donc, va commencer à sentir que l'eau est en train d'être portée à ébullition autour de lui, et va-t-il réagir ou pas? C'est toute la question. Mais effectivement, c'est une guerre cognitive, parce qu'on ne peut pas donc agir par la force, par ce qu'on appelle le hard power. Ça, je vous renvoie à Joseph Nye, qui a fait la distinction entre hard power, la force militaire, violente, explosif, arme à feu, différentes choses, bombardement, et le soft power, c'est-à-dire la stratégie vraiment qui consiste à dominer plutôt les esprits et les cœurs. Ce que nous, d'ailleurs, Français, maîtrisions avec excellence après les guerres d'Indochine et les guerres d'Algérie. Et d'ailleurs, beaucoup d'Américains nous ont ensuite copiés pour cette stratégie des cœurs et des esprits, la conquête des cœurs et des esprits. Et donc, dans cette stratégie de conquête des cœurs et des esprits, des forces qui sont donc transnationales, mais aussi d'autres États à l'extérieur, ont tout intérêt à ce que la France et son peuple soient déstabilisés. Si nous sommes faibles, ils pourront en fait nous dominer, tout simplement. Donc, il ne faut pas mettre de côté qu'il y a aussi un concert des nations, il y a des superpuissances et il y a de la réelle politique. La réelle politique, c'est un monstre froid. Les États meurent, enfin naissent, vivent et meurent, et parfois s'entretuent entre eux. Les États font ça. Ça existe. Malgré la douce rêverie du droit international humanitaire, toutes ces choses-là, même si l'ONU a, on va dire, a sanctuarisé la plupart des États sur Terre, il y a quand même des rapports de domination très forts qui existent toujours. Donc, pour revenir à votre point sur la cognition, oui, depuis 40 ans, vous parlez de la méthode mathématique, on pourrait parler aussi de la méthode de lecture. Et toutes ces choses-là ont été progressivement sapées. On a sapé, en fait, ce qui pouvait être les barrières cognitives d'un adulte debout, autonome, voire indépendant. Mais en même temps, on a aussi sapé le noyau familial. On l'a divisé. Parce que les cœurs et les esprits. Le cœur, c'est notre couple, c'est notre famille. C'est ça le cœur. Ça, c'est important pour tenir dans la tempête. On a besoin de ces liens d'affection, d'amour qui nous renforcent. Mais on a aussi besoin de l'esprit pour tenir aussi face à certaines situations. Donc, ils ont sapé les cœurs et ils ont sapé les esprits pour en fait faire de nous non plus des individus debout, c'est-à-dire verticalisés, qui peuvent leur opposer une résistance. Et c'est le thème, la résistance, ce soir. C'est si demain les choses démarrent, c'est de résistance dont nous allons devoir faire preuve tous les jours. Résistance cognitive, résistance morale, résistance dans les actes, résistance dans ce qu'on achète. Voilà, cette résistance-là. Et eux, ce qu'ils souhaiteraient, eux, je dis ceux qui souhaitent, on va dire, prolonger un paradigme socio-économique qui fait que 97% du capital mondial financier, je précise, pas le capital mondial intellectuel, ni le capital mondial artistique, ni le capital mondial de plein d'autres choses, parce que les capitaux sont nombreux. Il y a du capital matériel et du capital immatériel. Mais ceux qui détiennent 97% du capital matériel financier souhaitent conserver ce capital à tout prix car il leur apporte une domination complète sur les individus du fait qu'il y a plus de 2 siècles, le paradigme a été inversé.
Avant, nous avions un rapport à la spiritualité très fort qui faisait que le capital était en dessous. Le primat spirituel était important, le primat politique était important et le primat économique était encore en dessous. Ils ont détruit le primat spirituel, du moins ont-ils essayé de le faire, parce que les êtres humains sont des individus faits de matière et d'esprit. L'âme, l'esprit, vous appelez ça comme vous souhaitez. Ils ont essayé de détruire cette spiritualité pour la remplacer par la spiritualité de l'argent. Voilà. Donc voilà quels sont, non pas nos adversaires, mais bien nos ennemis. Des personnes qui détiennent le capital, qui ont détruit l'ordre de valeur ancien, et en détruisant cet ordre de valeur, ont pris le pouvoir. Et ce pouvoir, bien entendu, ils ne veulent pas le lâcher. Donc leur dernier obstacle à leur pouvoir, sans limite, je dis bien sans limite, et je ne pars pas dans des délires de science-fiction ou d'héroïque fantasy, de choses-là, c'est sans limite. Les seules limites à ce pouvoir, c'est la souveraineté d'un peuple. Et là, la France a joué une partition très importante, et je dirais même fondamentale. La France a une culture et une dimension symbolique dans le monde qui fait que les soubresauts, les réactions, les actes de résistance, voire les batailles et les futures victoires que pourrait gagner le peuple de France sur tout cet univers et toute cette technostructure financiarisée seront vues dans le monde entier et pourraient même être copiées dans le monde entier et pourraient, pourquoi pas, induire un effet de domino terrible pour toutes ces personnes qui, depuis 40 ans, enfin 2 siècles, mais 40 ans avec une accélération, se sont ingéniés à abaisser toutes nos barrières mentales, toutes nos barrières morales, pour en fait faire de nous des individus liquides, c'est-à-dire horizontaux, couchés. Mais sauf que ils ont voulu faire de nous des consommateurs en jouant sur l'individualisme à tout crin et le consumérisme, mais ces deux lunes, ces deux illusions arrivent à leur terme. Et l'illusion est en train de s'évaporer. Et les gens commencent à comprendre, et là je rejoins absolument, je pourrais être un adepte de M. Michel Maffezoli, le professeur Maffezoli, qui dit que l'ère de l'individu est en train de prendre fin, et nous allons revenir aux communautés. Alléluia. Nous allons revenir aux communautés d'hommes, aux communautés familiales, aux communautés locales, mais aussi aux communautés nationales. La France, la nation, la seule communauté nationale qui, par sa taille critique, permettra de se défendre, mais aussi d'attaquer avec une taille donc critique suffisante pour battre, ou du moins faire reculer avec force ceux qui veulent nous réduire. Évidemment, il y a cette prédiction, mais ce dont vous n'avez pas parlé, me semble-t-il, il y a les forces financières, mais dans les forces morales, vous avez le logiciel issu de la Révolution. C'est-à-dire que ce qui me frappe dans ce culte de la loi, le culte du droit, le culte du peuple, le culte de la démocratie, c'est qu'il y a, si vous laissez ça, le choc métaphysique, c'est que l'ennemi n'est pas uniquement extérieur, il est intérieur. C'est-à-dire, je vois beaucoup de romantisme, notamment de croire qu'il suffit de s'assembler pour gagner, et il faut changer de logiciel, parce que il y a évidemment la finance dont on parle beaucoup, mais le système, enfin l'idéologie pseudo-démocratique d'ailleurs, puisque le peuple a été liquidé à la Révolution, le passage des provinces au département, avec un préfet à la tête, c'est la liquidation du peuple. Parce que la véritable démocratie, ce sont les coutumes, ce sont les patois, ce sont les particularités locales dont on parle. Bon. Et la question, c'est qui a le droit de commander? Bon. Et la France a été faite à partir des élites, c'est-à-dire ceux qui étaient reconnus comme les meilleurs. Et il y a la trace pour les paysans dans le paysage, justement. Vous avez les monuments. Il y a autant de monuments en France dans un seul département que dans toute la Chine. Et si la France a un patrimoine que le monde entier nous envie, c'est un patrimoine qui est hérité du modèle français, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit à votre manière, avec plusieurs piliers. Il y a évidemment le religieux, le spirituel. Vous avez évidemment la royauté qui est la clé de voûte, bien entendu, ne l'oublions pas. Hein. Bon, le pouvoir régalien vient de là, les forces régaliennes viennent de là, pas la peine de les nommer. Et Rex, puis vous avez évidemment… Il faut l'expliquer à nos auditeurs. Régalien, ça vient de Rex, Régis, le roi.
Il faut le rappeler quand même pour l'histoire, pour que les gens, dans leur verbalisation, comprennent d'où vient régalien. C'est important. Et vous avez parlé des symboles, et j'ai écouté un gendarme d'ailleurs qui parlait des banlieues et ailleurs. Il dit il n'y a plus que le pouvoir, la famille a disparu, tout a disparu, il n'y a plus que le pouvoir régalien qui tienne. Vous voyez l'humour de la situation actuelle. Et puis l'autre peuplier, ce sont les peuples de France, parce qu'effectivement, la nation, c'est un terme qui a été inventé à la Révolution pour faire pièce au roi. Enfin, on ne va pas rentrer dans cette sémantique, mais le défi que nous avons, c'est la reconstitution de ce qu'un Italien appelait les génies cachés de la cité, c'est la question de la légitimité. Qui est légitime? Est-ce que c'est l'arithmétique d'élections truquées? Parce que quelle est la représentativité de LR, LEMB, enfin tous ces sigles qui ne veulent rien dire? Effectivement, à la Révolution, puisque vous en parlez, il y avait un système de représentation qui représentait le religieux, c'était le premier ordre. Vous aviez la noblesse, c'était en quelque sorte la défense du territoire. La troisième, c'était l'économie, si on peut dire, c'était le tiers-État. Mais ce qui avait été oublié depuis Rabelais, c'est qu'il y avait le quart-État qui était le plus nombreux, c'est la paysannerie. Bon. Et donc, il y avait une représentation du semblable par le semblable. Et ce qui n'a pas été dit lorsqu'il y a eu les cahiers de doléances, les cahiers de doléances n'étaient pas individuels, ils étaient collectifs. C'était le clergé de tel endroit, les paysans de tel endroit, etc. Et le premier acte de la Révolution, puisque les élections étaient des élections libres finalement, qui représentaient des choses réelles, c'était d'interdire dire que le mandat n'était pas impératif, dès le 9 juillet. Donc, nous n'allons pas aborder ces questions, mais il faut reconstruire la science politique, il faut une nouvelle science politique, un nouveau système de représentation qui ne représente pas des idéologies qui ne signifient rien, mais qui soit ancré, incarné dans la réalité de la France. Parce que qu'est-ce que nous avons actuellement? Ce qui tient encore, c'est la France. D'ailleurs, en 1914, dans les guerres, on meurt pour la France. On ne meurt pas pour une idéologie. Bon, donc c'est à la France, vous l'avez très bien dit, et la France a une vocation dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la France possède la langue de l'intelligence, qui est la langue française, qui est la seule langue internationale, puisque l'anglais c'est un patois, et même Clémenceau disait que l'anglais c'est du français mal prononcé. Absolument, à 85%. Voilà, 85% de la langue française, enfin 80% de la langue anglaise, pardon, vient du français. La langue française est notre arme de guerre totale, qui interdit notamment le en même temps du président Macron. Molière a dénoncé le en même temps qui est l'équivoque. Et il dit que tous les problèmes viennent de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc la France, son rôle, c'est de faire toute la vérité sur cet énorme crime pandémique qui est un crime d'abord de l'intelligence. Parce que quand même, la médecine, on sait ce que c'est, hein, depuis Hippocrate. Et éloigner le médecin du malade et interdire le traitement, c'est ça le grand crime de l'intelligence pour faire peur et pour en déduire, pour faire un changement de société. Alors, voilà, il y a un deuxième crime. C'est celui de criminaliser le doute. Et là, c'est très important parce que c'est aussi un legs français. On a un certain René Descartes qui, a plus de 3 siècles, nous a légué sa méthode, la méthode du doute cartésien, qui bien sûr ensuite a été, on va dire, dévoyée par des personnes qui ont créé ou du moins fait un ersatz de cet esprit cartésien, et ils ont créé le cartésianisme en dissociant en fait la science de tout le reste en fait des autres sciences et arts et religions d'ailleurs, parce que Descartes avait essayé avec sa méthode de prouver l'existence de Dieu par la science. Mais ce doute cartésien est très important parce qu'il faut le séparer du scepticisme. Ce dont on accuse les citoyens actuellement pour les criminaliser, en faire des complotistes, on les accuse en fait non pas de douter, on veut les accuser de scepticisme. Le scepticisme, c'est de la destruction. C'est vouloir détruire toute forme en fait de réalité, de vérité. On est sceptique de tout. Mais non, les Français, et ils l'ont prouvé, ont des doutes, et légitimes d'ailleurs, et donc légitimes qui vont bientôt devenir vraiment réalité par rapport à toutes les statistiques qui vont bientôt ressortir. Le Français a des doutes légitimes sur ce qui se passe. Et ce doute est très sain pour l'esprit, parce qu'il permet de se questionner. Il permet en fait de mettre en corrélation tous les éléments et d'en arriver à une forme de ce qu'on appelle d'intelligence. L'intelligence, c'est arriver d'éléments éparses à essayer d'en tirer une idée, un concept et une dynamique. Voilà, c'est ça l'intelligence. Et bien, je trouve que les Français, depuis 2 siècles, ont malgré tout ce qui a pu se passer, les guerres, les atrocités, ont été massivement quand même éduqués, cultivés. Et il y a maintenant une force dans ce peuple français qui n'existait pas forcément en 1788,
ni 89, et qui fait qu'on a maintenant, et je le vois dans les cortèges, nous avons des cortèges constitués de gens cultivés, conscients, pratiquant ce doute et ne souhaitant pas que leur colère devienne violence. C'est très intéressant au niveau de ce qui se passe. Et bon, je ne serais pas d'accord avec votre point. Ça, c'est un point d'épistémologie, c'est que justement, la science apporte la certitude. Et justement, la certitude, nous allons en parler, c'est que nous avons affaire à un crime. Je souhaiterais que les Français, justement, doivent avoir cette certitude. Et on ne peut, disons, alors revenons en arrière. La spécificité de notre civilisation, qui est la civilisation supérieure à toutes les autres. Et pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la vérité. C'est-à-dire que ce qui est spécifique dans notre civilisation, c'est le mot vérité. Les Grecs ont apporté la vérité de la science, le théorème de Pythagore supérieur aux Égyptiens qui construisaient des pyramides, mais qui ne connaissaient pas le théorème de Thalès. Donc, notre civilisation, c'est une civilisation de la vérité. Ils ont même établi les normes de la beauté avec le nombre d'or, tout un ensemble. C'est la quête de la vérité. Le but de l'écrivain, c'est la quête de la vérité. La religion catholique, c'est je suis la voie, la vérité vous délivrera. Bon, c'est-à-dire que notre spécificité, justement, c'est cette vérité. Et nous avons, par la science, les moyens de savoir que Macron est un criminel, un assassin. Et je l'ai dit donc, bien entendu, ce que vous dites est vrai en ce sens que la certitude scientifique est basée par une élimination de toutes les hypothèses, même Conan Doyle le dit. Mais nous avons la certitude. Bon. Et justement, notre justice est basée sur la question de l'établissement, finalement, la manifestation de la vérité. Et c'est cette vérité que nous a fait abandonner notamment Macron avec le « en même temps ». Non, c'est l'un ou l'autre. Un traitement est efficace ou n'est pas efficace. Il existe ou il n'existe pas. Et je pense qu'au contraire, nous devons nous rassembler autour de cette valeur de la science, sur la vérité. Notre civilisation, c'est la seule civilisation au monde basée sur la vérité. Et d'ailleurs, on pourrait presque dire que, bon, on peut y aller. Et donc, je vais quand même poser une question sur les forces morales. Dans les forces morales, le combattant se bat d'autant mieux. Alors, je ne parle pas des mercenaires, on pourrait en parler. Bon, ça, c'était l'ancienne armée basée sur les mers de mer. Bon, mais les mercenaires existent encore. Ils existent encore. Ils sont contre nous, d'ailleurs. Mais dans le combat moral, cognitif, comme vous diriez que nous avons, quel est ce qui doit nous donner toute la force que nous devons avoir pour vaincre? C'est que nous avons devant, et je ne vais pas commenter Sophie, c'est que Macron est un complotiste. Qu'est-ce que c'est qu'un complotiste? Je l'ai expliqué depuis notamment les massacres de septembre. Le complotisme d'État, c'est d'accuser l'autre d'un crime pour le massacrer. C'est le massacre des prisons, le complot des prisons. Et Macron nous accuse, tous ceux qui luttent contre lui, justement, d'avec ce mot-là. Ce mot a été inventé comme les fausses nouvelles, qui est un mot anglo-saxon, les fake news. Tout ça nous vient d'anglo-saxon pour détruire justement l'esprit critique dont vous parliez, la connaissance. Donc, il faut se rassembler sur un point. Moi, je l'ai écrit par une lettre que j'ai apportée, vous pouvez la relire, le 28 avril, que les Gilets jaunes ont apporté, réponse de la nation au président de la République pour lui intimer l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement du Covid. Donc, Macron fait du négationnisme présidentiel. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu le traitement? Je vais vous le dire très simplement. Les AMM, les autorisations de mise sur le marché, qui actuellement sont conditionnelles. Pourquoi sont-elles conditionnelles? Elles sont conditionnelles, et c'est là que le complot, si on tient au mot, va apparaître, parce qu'il n'y aurait jamais eu ces autorisations de mettre ces traitements géniques révolutionnaires sur le marché, parce qu'on n'en sait rien de ce qu'ils peuvent faire, on commence à le savoir par les effets secondaires et les morts, s'il y avait eu les traitements. Donc, il fallait nier qu'il y avait un traitement, et c'est pour ça que pendant 9 mois, le président de la République est un assassin. Je pèse mes mots, est un assassin. Il a tout fait en sorte qu'il n'y ait pas de traitement, que je prends le président Édouard Philippe. C'est pour ça que j'en appelle à tous ces juristes en peau de lapin. Bon, la preuve, je l'ai apportée dans cette lettre. Elle a été apportée par les Gilets jaunes. Réponse de la nation, si vous voulez, c'est que on a Édouard Philippe, le 19 avril, a nié qu'il y avait un traitement. D'abord, il y a toujours un traitement en médecine. Si vous perdez votre cheveu, on vous donnera du pétrolane. La question, c'est ce qui marche plus ou moins bien. Donc, dire qu'il n'y a pas de traitement, c'est le mensonge absolu. Or, j'affirme que s'il n'y avait pas eu de président de la République, s'il n'y avait pas eu de gouvernement, eh bien,
cette épidémie serait passée totalement inaperçue avec bien moins de morts que ce qu'il y a eu dans la grippe, non pas de Wuhan maintenant, mais la grippe de Hong Kong. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le gouvernement a empêché les malades d'aller voir leur médecin? Parce que sinon, ils seraient allés voir leur médecin, les médecins auraient utilisé leur boîte à outils et ils auraient découvert qu'il y a un traitement. Ce sont les antibiotiques. Vous allez sur mon site, Réarmer l'intelligence, écoutez la vidéo pathétique du docteur Besnénou qui dit « Nous avons laissé mourir nos amis, nous avons le traitement ». Donc, ce ne sont pas des doutes que nous avons, ce sont des certitudes. Je connais des amis qui ont été sauvés. Ils devaient aller voir le 15. Le 15, c'était la morgue, c'était l'engorgement, c'est l'assassinat. Le gouvernement a fléché les Français vers la mort. Ce n'est pas un doute, c'est une certitude. J'ai un élément à vous apporter pour donner un exemple à ce que vous dites qui est très intéressant entre le cognitif et le Covid. C'est très intéressant, vous allez voir. Je suis absolument d'accord avec vous. Le remdesivir, agent mutagène, il a été massivement introduit. Donc, c'est comme si on mettait de l'huile sur le feu. Comme si demain, un président verbalisait, hystérisait le débat pour mettre de l'huile sur le feu. C'est pareil. Ensuite, on a soigné les gens, on a voulu les soigner au paracétamol. C'est un crime absolu. On a donné du Rivotril à des personnes âgées pour les accompagner dans la mort. C'est une euthanasie légale. C'est abject. Bref, toutes ces choses-là ont été faites depuis 1 an. Et encore hier, je manifestais, et une personne vient me voir, me dit, écoutez, j'ai une histoire à vous raconter, c'est ma propre fille. Elle fait des études de médecine et elle est anti-Raoul. Raoul, pour elle, c'est va des rétro. Il ne faut pas en parler, c'est pas de la science, c'est rien. Bon, très bien. Elle a eu ses 2 vaccins, cette fille. Elle a été contaminée. Et sa mère lui a dit, je t'en supplie, va à l'IHU. Tu as eu 2 vaccins, 2 doses de Pfizer. Pourtant, tu as le Covid et tu as des effets graves du Covid. Va à l'IHU. Ils l'ont traité. Elle en est ressortie 2 jours plus tard. Tout allait mieux. Donc, elle est guérie, en fait. Ben, malgré tout ça, cette fille, qui a donc 22 ans, 23 ans, ne croit toujours pas en ce qu'elle a ingéré. Elle pense que ça n'a aucun lien avec sa guérison. Encore une fois. Le doute. Donc, vous voyez la force du cognitif et de la manipulation, jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est pour ça que je vais vous poser une question c'est que la noblesse, je parle de la vraie noblesse d'épée, était une minorité. C'est dans une population, vous avez toujours une élite pour tout, une élite de l'intelligence, de l'agriculture, du goût, etc. Mais c'est toujours une élite, c'est-à-dire, selon la définition du XIIe siècle, ceux qui sont reconnus comme les meilleurs. C'est pas une élection, ils sont reconnus. Il n'y a pas besoin de papier d'élection truquée. Eh bien, le militaire, c'est un talent. Tout le monde n'a pas les talents de militaire. Donc, il faut comment faire en sorte qu'il y ait une élite qui prenne le combat à partir d'une certitude. La certitude, c'est que nous avons un gouvernement criminel à remplacer. Comment vous avez parlé des comités de salut public. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, il faut toujours qu'il y ait des noyaux comme la mode féodale. Vous avez un noyau et puis vous avez la basse-cour, c'était pour que les paysans se réfugient dans les châteaux et non pas pour les opprimer, comme disent certains. Bon, c'était cette société qui résistait. Le symbole, c'est le château finalement, pour tout le monde. Comment voyez-vous maintenant, par exemple, à partir d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on a un gouvernement criminel? Est-ce que ce mot vous convient? Qu'il y a une intention criminelle. Dès le départ, les Français ont été fléchés vers la mort. Et après, il y a eu un grossissement de la peur. Vous avez les pompiers, par exemple, qui ont fait un rapport il y a 1 an en parlant, quand vous avez les TGV qui allaient à droite à gauche alors qu'il y avait des places dans les cliniques ou les hôpitaux, ils ont parlé de mascarade. C'est-à-dire qu'on a non seulement une scène de crime, mais on a une mise en scène pour terroriser la population. Oui. À partir de ce moment-là, c'est la question de la légitimité. Un gouvernement qui est l'ennemi de son peuple, je reprends l'expression ennemi, et je vous rappelle que Macron, dès son élection, a qualifié ses opposants d'ennemis. Ça, c'est le discours de la Villette. Il faut lire les textes, de même qu'il s'est présenté comme Jeanne d'Arc, mais une Jeanne d'Arc qui était du côté anglais. Bon. Quel est le mot qu'il faut utiliser cognitivement pour que le cerveau se mette en place? C'est-à-dire que tant que les Français, c'est ça le choc métaphysique, tant que dans la tête des Français, ils diront il y a un président, donc c'est le chef, donc il faut le suivre, donc il est responsable du bien commun, eh bien c'est foutu. C'est foutu. S'ils ont un doute là-dessus. La certitude, c'est que nous avons maintenant un ennemi qui contrôle tout et tout le monde lui obéit. Comment faire en sorte que, au point de vue de la guerre cognitive, je reprends votre terme comme je peux, qu'il y ait ce choc métaphysique et qu'enfin, on voit l'ennemi où il est.
C'est que l'ennemi, c'est pas le virus qui est invisible, effectivement, c'est un ennemi, mais c'est le gouvernement qui nous désarme, qui désarme notre intelligence, qui nous aveugle, qui désarme notre système de santé, qui empêche les médecins de faire leur travail, qui empêche les malades d'aller voir leur médecin, qui empêche les recherches sur le traitement de se faire. Donc, c'est la figure de l'inversion. C'est-à-dire que chez Macron, tout est à l'envers. Et quand on inverse ses propos, on est dans la vérité. Comment faire cette inversion du cerveau, ce choc métaphysique, pour que les Français voient le gouvernement comme un ennemi, en particulier Macron comme le criminel en chef, je l'ai appelé d'ailleurs dans cette lettre la tête de la pieuvre, et qu'enfin tout se remette en ordre. Parce que dans le cerveau, si vous voulez, c'est comme dans la grammaire. Vous avez un nom et l'antonyme, le beau et le mot, le laid, le bien, le mal, l'ami, l'ennemi. Et une fois que vous arrivez au principe supérieur de la guerre, quel est l'ennemi, quel est l'ami, eh bien tout se met en ordre. C'est-à-dire les forces de l'ordre font leur travail, les médecins font leur travail, les scientifiques. Et en fait, il y a eu un blocage, il y a eu vraiment une cyberattaque sur le cerveau qui empêche le cerveau de voir le bien où il est, le mal. C'est l'inversion des valeurs dont vous avez parlé. Voilà. Alors justement, quand vous parlez de cyberattaque, je parle souvent, j'utilise le terme de bombardement cognitif. Bien, voilà, c'est parfait. C'est news, ça c'est du bombardement cognitif. On vous bombarde en permanence l'esprit, qui est votre dernière demeure, votre dernière île individuelle. On bombarde cette île individuelle avec des éléments de cognition, d'information, qui vont tous dans la même direction. Voilà, donc c'est une forme en fait de formatage. C'est du formatage, hein. C'est la fabrique du consentement, c'est la ferme des animaux, c'est 1984. Si je peux me permettre une phrase d'humour, le bombardement, c'était plutôt le bombardement allié pendant la dernière guerre. Maintenant, c'est plutôt la cyberattaque, c'est-à-dire ils vous mettent des virus. Quand vous prenez le langage dont vous avez parlé, Macron, très, très habilement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a désarmé au départ. Il a dit, c'est pas grave, il est allé au théâtre le 3 mars. Et la pièce de théâtre, j'invite quand même les auditeurs, ça s'appelait « Par le bout du nez ». C'est-à-dire que c'est par le bout du nez qui indiquait bien. Et puis après, il a dit « Sauver des vies quoi qu'il en coûte ». Mais c'est le compte. Sauver des vies, pourquoi? Personne ne lui a posé la question. Et enfin, c'était maintenant, nous sommes en guerre, et il a défini un ennemi fantasmagorique. Cet ennemi, il est invisible, puis il est insaisissable, il progresse. Donc, il était sûr de pouvoir continuer le confinement à vie. Après, attention, il y a toujours le verbe. Le verbe, je ne reprends pas la Bible, mais bon, j'ai quand même envie de la citer. Au commencement était le verbe. Voilà. Ça commence par un verbe, un son, un programme en fait, qui donne en fait matière aux choses. Mais une fois qu'il y a cet embryon viral qui a été mis en place dans l'esprit des gens, ce germe, en fait, dans l'esprit de chacun, il faut le faire pousser, ce germe. Et pour le faire pousser, il faut l'arroser. Et pour l'arroser, c'est de la quantité. Donc je reviens encore au bombardement. Même si vous mettez un germe dans l'esprit des gens, il ne poussera pas si vous ne le bombardez pas en permanence. Vous ne l'arrosez pas en fait d'une désinformation permanente. Donc vous avez le germe viral et vous êtes son arrosage permanent de désinformation. Ça, c'est important. Maintenant, pour répondre à votre question sur comment faire, je n'ai pas réponse à tout, je ne sais pas. Mais si je raisonnais maintenant devant vous, je vous dirais qu'ils ont franchi la ligne rouge qu'ils n'auraient jamais dû franchir, mais ils savaient que quand ils la franchiraient, ils joueraient leur va-tout. Parce qu'ils ont franchi la ligne rouge, bien sûr, de la science, de la médecine, ça ils l'ont déjà franchi. Mais la dernière ligne, c'était la famille et surtout derrière les enfants. Et là, ils touchent à quelque chose qui n'est pas dans les strates supérieures de la cognition humaine. Ils sont dans la strate juste inférieure. Avant le reptilien qui est de la fuite, survie, différentes choses, on est sur le mammiférien. Les mammifères que nous sommes tous, nous sommes malgré tout dictés pour partie par notre instinct de conservation. Et cet instinct de conservation, c'est un instinct aussi de transmission. Et il passe par les enfants. Donc, ils ont commencé à toucher aux enfants. Et je pense, et comme je l'ai observé d'ailleurs dans les cortèges, toutes ces mères de famille qui défilent, on a touché à leurs enfants, à la chair de leur chair. Donc, ils ont bombardé la cognition supérieure du cerveau, voyez, mais ils ont touché de façon instinctive, on va dire primitive, à des strates auxquelles il ne faut pas toucher. Ils ont essayé pourtant, par les médicaments, par la malbouffe, par la mauvaise éducation, pour tout ça, d'appauvrir en fait tout ce pauvre petit cerveau pour mieux le contrôler. Et donc on voit un acte spontané de résistance à l'oppression par les mères, les femmes,
les époux, les maris, les pères, qui pensent juste à leur progéniture en face d'eux. Alors je vois de tout, hein. Je vois des parents qui masquent leurs enfants à 8 ans. Je les vois, dans le train et ailleurs, alors qu'ils ne risquent strictement rien, scientifiquement parlant. Et ils ne portent rien d'ailleurs, mais ils les masquent. Mais je vois quand même une majorité de personnes, de citoyens dans les cortèges, qui sont ici pour leurs enfants. J'étais avec des pères et des mères de famille, mais j'étais aussi avec des grands-parents, 80, 85, 90 ans. Ils se battent pour leurs petits-enfants. Donc l'acte de résistance est là. Et on le voit par le nombre, et on peut déjà offrir peut-être une première piste de réflexion par rapport à cette ligne rouge qu'ils ont franchie. Mais c'est maintenant, et vous avez raison, que tout se joue. Parce que si juillet était la phase préparatoire de la guerre, et les 18 mois auparavant est une grande phase préparatoire, je précise ici qu'il y a y avoir une autre phase de la guerre que vont être les cyberattaques. La Suède a été victime d'une cyberattaque globale. Donc, il y a une attaque, on va dire, pandémique, sanitaire, légaliste, pour nous contraindre, mais après, pour exciter encore plus les peurs et amener les personnes à agir avec des comportements qui peuvent être violents, ce que je condamne et ce que j'essaie de canaliser du mieux que je peux, je ne suis qu'un homme, mais j'essaie de le faire, ils vont essayer d'exciter les peurs par les coupures de communication, différentes choses, les coupures d'alimentation. En Suède, il y a une cyberattaque juste avant un exercice alors je sais plus si c'était le G20 ou autre chose, qui plantait un exercice contre les cyberattaques. Eh bien, bizarrement, opportunément, il y a une cyberattaque dans les jours qui ont suivi sur la Suède, où, tenez-vous bien, 800 supermarchés ont été privés d'alimentation, d'électricité, d'information et n'ont pas pu ouvrir, donc. Mais 800 supermarchés, c'est considérable à l'échelle d'un pays pour notre alimentation. Nous n'avons plus de fermes. Enfin, bien sûr, il y a encore des fermiers en France et il y a encore des paysans, tout cela. Mais globalement, nous sommes urbanisés à 85%, 90% même. Donc tous les gens sont tributaires, ils n'ont pas de jardin. La plupart sont tributaires du centre commercial ou de l'épicerie pour manger tous les jours. Donc imaginez demain ce qui peut se passer. Donc il est possible aussi dans les coûts et les actes futurs, sans verser dans le complotisme ou quoi que ce soit. Alors je réponds à votre question, oui, j'estime que ce sont des criminels, voire même des assassins. Parce qu'un criminel qui commet un plan et qui a on va dire, toute une stratégie pour dérouler son crime est un assassin. Et c'est encore plus grave pénalement parlant. Bref. Mais donc voilà ce qui peut me faire peur, c'est qu'ils excitent les peurs. Ils n'ont pas encore réussi à faire basculer la population française, le peuple français qui est un peuple très fort et très beau dans sa mobilisation. Ils n'ont pas réussi à le faire basculer dans la peur, pas encore. Mais cette inquiétude qu'on sent dans les cortèges, dans les manifestations, j'ai vécu quelque chose de très fort hier. C'était la 4e manifestation. J'avais passé une semaine à essayer de l'organiser logistiquement, différentes choses, c'est parfois un casse-tête. Et j'étais très triste et très atterré et très déprimé par toutes les annonces de la semaine, le Conseil constitutionnel, la montée de la peur et des tensions. Et ça se sent en cognition aussi dans l'esprit humain. Et je l'ai subi. Et la veille, j'avais même plus envie de manifester, mais j'y suis allé. Et quand j'étais dans le cortège, qu'on a marché ensemble, qu'on a crié ensemble les mêmes mots, et là on revient à votre point sur comment faire pour neutraliser le germe viral qui nous pousserait à la soumission. Quand on a commencé à entonner des mots ensemble, avec force, qui étaient des mots d'union, des mots de solidarité, mais des mots aussi de résistance et de combat, je peux vous promettre, vous garantir que les gens qui sont sortis des manifestations étaient remontés à bloc. Ils avaient une énergie morale retrouvée pour une raison très simple. C'est que la peur marche quand on est chacun chez soi divisé, chacun dans sa grotte, chacun dans sa bulle. Mais quand vous faites exploser ces bulles et que les gens refont communauté, pour reparler encore de M. Michel Maffezoli, on refait communauté, et bien là on sent cette force, l'expression de cette conscience collective qui est là, qui nous agite et qui nous recrée du lien perdu. Donc la recréation de ce lien perdu par les manifestations dans un premier plan, pour que les gens se disent « je ne suis pas seul, je partage les mêmes problèmes, les mêmes peurs, mais ensemble on va les solutionner ».
Mais ensuite, cette colère qui est toujours là, il faudra qu'avec les manifestations, qui vont se poursuivre en dynamique, je l'espère, on les transforme en quelque chose. Et là, on en arrive à la proposition qui a été faite à différentes personnes en France, et je l'ai faite à Toulon, qui était de créer des comités de salut public. Ou sur la verbalisation, pourquoi on parle de comité de salut public? Il faut créer des noyaux, des bulles un peu de partout, de référents, tournants, mais dont l'objectif est de se sauver nous-mêmes. Vu que le président a trahi, vu que le gouvernement a trahi, les parlementaires ont massivement trahi, les juges trahissent, tout le monde trahit au niveau de cette élite qui n'a plus aucun rapport, comme vous l'avez dit, avec ce talent, cette pièce, ce crédit qu'on offrait aux gens par leur intellect, par leur engagement moral, par leur qualité de cœur, toutes ces choses-là. Cette élite n'a plus de lien avec ce talent qu'on aurait pu attendre d'eux. Eh bien, vu que tous ont trahi, eh bien, c'est au peuple à se sauver lui-même. Et pour se sauver, c'est du salut, et donc le salut public. Donc, c'est des comités de salut public qui ont été proposés pour que se constelle, se tapisse en France, sur chaque circonscription de France, 577 circonscriptions électorales. Une première démarche, on va dire, se constituant autour de nos soi-disant représentants nationaux. Je parle bien sûr des députés, qui sont censés nous défendre, nous représenter, faire des lois pour notre bien, notre bien-être, notre sécurité, notre bonheur. Ils sont censés faire ça. C'est leur contrat. Donc nous allons les contrôler. Mais aussi derrière, et comme vous en parliez, utiliser aussi ces contrepoints, ce tapis en fait de cellules qui va essayer de revivifier, qui va revasculariser en fait le tissu démocratique, la chair de France, la chair très démocratique, la faire respirer, l'oxygéner. Eh bien, pourquoi pas aussi l'orienter dans une mission de résistance, d'organisation et de combat. Oui, mais dans ce que vous dites, je reprends rapidement. Effectivement, vous parlez des vaccins. Et quand on touche à la chair de sa chair, c'est grave. Je vous rappelle que ces mêmes familles ont accepté les 11 vaccins. On pensait qu'il y aurait quelque chose. Bon, si vous prenez la Ligue nationale pour la liberté de vaccination, avec laquelle j'étais en rapport, il devait y avoir un rassemblement scientifique qui a été transformé en une protestation. Bon. Et dans les manifestations, il y a une femme qui a dit c'est bizarre, c'est surtout les femmes qui défendent. C'est-à-dire que les hommes actuellement sont dévirilisés. C'est-à-dire qu'il y a la fonction régalienne de l'homme ou guerrière a disparu en grande part. Mais il y a une chose qui est très importante dans la peur. Attention, juste une parenthèse que j'ouvre, que je regrette. On a sciemment dévirilisé les hommes comme on a déséduqué l'école et comme on a en fait enlevé toutes les méthodes pour en fait saper tout ce qui pourrait être les contre-mesures à cette stratégie d'aplatissement et de destruction du peuple. Mais vous avez prononcé le mot « on ». Vous savez que le mot « on », c'est qui? C'est homme. Voilà. Donc, c'est pas « on », c'est pas moi, c'est pas vous. Alors, autre chose importante, c'est que dans la peur, il y a surtout la peur de dire la vérité. Bon. Et actuellement, il y a cette peur de nommer, si vous voulez, le mot liberté, être uni, ça, c'est bien être uni. Mais on l'a vu, notamment sur la question de la manif pour tous, il y avait beaucoup de monde, ils étaient unis, les gens étaient contents, c'était sympathique, etc. Ça a avorté, pourquoi? Je pourrais vous raconter l'histoire, mais c'est parce qu'il y a eu une trahison qui a été une trahison au sommet. Bon, vous avez les gilets jaunes, eh bien, il n'y a pas eu de trahison au sommet puisqu'il n'y avait pas de sommet. Bon, et maintenant vous dites à juste titre qu'il faut transformer. Donc il faut une nouvelle doctrine politique réelle, basée sur la réalité des choses et non plus les notions fumeuses, le peuple en général, la liberté, etc. Tous ces choses-là sont des mots qui nous viennent de la Révolution. Et vous avez le grand académicien qui est la Harpe, qui, dès le 31 décembre 1794, après la chute de Robespierre, a fait un superbe texte sur la langue révolutionnaire, la langue qui dit l'inverse de ce qu'elle fait. C'est la langue macronienne qu'a repris pour lui-même Orwell. C'est-à-dire que tout le monde parle d'Orwell. Mais Orwell, c'est la guerre, c'est la paix, l'ignorance, c'est la force, le vaccin, etc. C'est-à-dire que tant que les Français, et ils ont vocation justement, puisqu'ils étaient les premiers avec la harpe, à dénoncer ce langage qui nous détruit finalement, qui transforme, qui empêche de se soigner, qui transforme le médecin en policier, etc., tant que nous n'aurons pas pris le taureau par les cornes. C'est-à-dire cette langue abstraite, qui est intraduisible en patois, qui a fait, je vais vous donne les rapports des forces, au moment de la Révolution, la harpe, qui était en plein sur le terrain. Vous savez ce qu'il donne comme rapport de force, quand vous parlez d'union? Eh bien, il dit qu'il y avait 26 millions de Français
et 300 000 révolutionnaires, mais organisés. Et en mai 68, je me rappelle très bien, on disait qu'est-ce que c'est qu'une majorité? C'est une minorité organisée. Donc maintenant, il faut que la majorité s'organise. Et votre idée de comité de salut public est bien, mais il faut qu'elle ait une doctrine sur quelques principes. Par exemple… Je rajouterai à ce que vous venez de dire, et je ne veux pas vous couper, mais il faut que ça s'organise, qu'il y ait une forme d'avant-garde, mais surtout que ça se finance. Parce que n'oubliez pas que 1789 a quand même été massivement financé par un certain Philippe Égalité, qui était le cousin du roi de France et qui disputait le pouvoir au roi de France. Et Philippe Égalité était l'homme le plus riche de France. Donc c'est comme si demain, aujourd'hui, un homme aussi riche que Bernard Arnault décidait de financer les Gilets jaunes et leur faisait rubis sur l'ongle un virement d'1 milliard pour qu'ils puissent s'organiser. Si vous voyez ce que je veux dire. D'autant mieux que, effectivement, le Philippe Égalité était un agent de l'Angleterre par rapport à sa fonction. C'est lui, il avait une zone d'extraterritorialité qui était le Palais Royal. C'est du Palais Royal qu'a été lancé par Camille Desmoulins le cri complotiste de la nouvelle, en appelant à une nouvelle Saint-Barthélemy. Le complotisme, toute la théorie révolutionnaire était basée sur le complotisme. C'est d'accuser les gens pour les assassiner. Je le dis en passant. Les assassins étaient payés. Les massacreurs de ces temps, ce ne sont pas les Français qui ont détruit les monuments sur les églises. C'était des gens qui étaient payés. C'est-à-dire qu'on a une minorité qui se perpétue, puisque quand même, c'est en France qu'est née la première république terroriste. Il ne faut pas l'oublier quand même, parce que les beaux mots, liberté, etc., ça conduit au vandalisme, à la terreur, aux exterminations, aux massacres et à l'outil de la peur. Et Solzhenitsyn, en 1973, a bien dit que la bête immonde de tous les totalitarismes est sortie de France. Importé d'Angleterre, certes, mais sorti. Donc, c'est cette bête immonde qu'il faut exorciser pour que les Français se retrouvent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils retrouvent… Non, justement, M. Lipinski, avant que vous continuiez, nous avons en fait ouvert une certaine boîte de Pandore il y a plus de 2 siècles. Et en fait, je pense qu'une de nos destinées, c'est aussi de refermer cette boîte de Pandore et de retourner les armes qui ont été utilisées à l'époque pour, en fait, changer de paradigme sociétal, retourner ces armes contre ses maîtres. Autrement dit, des personnes m'ont dit durant les cortèges, mais pourquoi vous prenez un drapeau français en utilisant certains de vos arguments d'ailleurs? Mais je leur dis, vous comprenez que c'est le drapeau qui soit le plus unificateur actuellement dans la psyché collective, mais qui en plus, si nous y prenons bien, va permettre en fait de renvoyer ces symboles contre leurs propres maîtres et d'utiliser leurs propres armes contre eux. Oui, c'est désinverser le langage. Mais à ce sujet du tricolore qui a fait tomber le comte de Chambord, comme vous savez, qui voulait garder le drapeau blanc, il ne faut pas oublier qu'il y a une ambiguïté, parce que le drapeau tricolore, les Français ne le savent pas, mais c'est Lafayette qui l'a apporté. Ce sont les couleurs de la cocarde des États-Unis. Mais le tricolore, c'est aussi la couleur des gardes suisses, oui. Et c'est la couleur des gardes rois. Donc les couleurs, on peut faire 36 chandelles. Mais bien entendu, il faut désinverser le langage. Je prends un exemple très très simple, l'article 6 des droits de l'homme. La loi est l'expression de la volonté générale. Donc si elle n'est pas l'expression de la volonté générale, ce n'est pas la loi. D'où la lettre du 28 avril, réponse de la nation au président de la République, qui n'a pas voulu donner le traitement. C'est-à-dire que les Français voulaient le traitement. Et il y a eu le fameux, on pourrait dire, le fameux rapport Lancet complotiste, si je peux dire, puisqu'on tient au mot, inversons les choses, qui lui a disqualifié complètement le traitement et qui a porté aux extrêmes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, elle est connue. Oui, donc, on la connaît. Nous sommes d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire que… Je voulais rajouter un point par rapport à… Vous avez un attachement, je pense, personnel aussi, et lié à votre passion par rapport au langage, par rapport à l'épistémologie, à tout cela, et je la comprends tout à fait. Mais les symboles sont, bien sûr… Alors, au commencement était le verbe, donc le langage est vraiment central dans toute une stratégie. Mais derrière, ensuite, quand vous entonnez des chants, quand vous avez certains mots dans un cortège, les images sont importantes, très importantes, et les symboles. Et j'ai vu que, par exemple, pendant 2 ans, j'ai pu quasi manifester à différents endroits, blouse blanche, robe noire, différentes choses. Je ne voyais pas l'étendard français sorti spontanément. Les gens avaient peur. Ils se sentaient terrorisés de sortir leur propre drapeau, en fait. Et il est ressorti spontanément depuis 4 manifestations. Mais vous avez tout à fait très raison. Important, très important parce qu'il faut qu'on ait un symbole unificateur qui sert en fait d'instrument pour autre chose. Oui.
vous avez tout à fait raison, mais évidemment, la politique est d'ordre symbolique. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les symboliques de la France ont été repris dans ce nouveau régime. Mais quand vous allez à la Cour de cassation, comme j'y suis allé, si vous voulez, pour adosser à la grande chambre criminelle, quel est le symbole de la justice dans la République actuelle? Eh bien, c'est la statue de Saint-Louis. C'est-à-dire ce qui est le contraire des valeurs proclamées, parce que d'abord c'est un homme, ensuite c'est un roi, ensuite un religieux, ensuite c'est un saint. Mais ils sont, si vous voulez, l'imposture est obligée de se réclamer de vérité. C'est-à-dire que dans actuellement le régime, c'est comme la gendarmerie. Vous prenez sur les épaulettes, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez les armes des provinces. C'est-à-dire que ce que nous avons à faire, c'est décapsuler le mensonge de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a le prédateur qui est accroché à la proie. La proie, c'est la France. Le prédateur, c'est ce système d'inversion hérité des valeurs de la dite révolution en fait anglaise, parce que c'est la révolution anglaise apportée. Et donc, il faut que la France retrouve sa liberté. Et compte tenu de ce que vous avez dit, c'est que la France est la figure de proue du monde entier d'ailleurs, puisque c'est nous qui portons les symboles. Vous avez parlé des images. Effectivement, le symbole, c'est une image efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai défendu le château de Versailles, qui est le symbole qu'a voulu se réapproprier Macron, qui était destinataire d'ailleurs de le communiquer, c'est qu'il faut nous regrouper sur nos vraies valeurs, nos vrais symboles, qui sont les seuls. C'est-à-dire que le régime, vous allez sur le site de l'Élysée, il n'y a pas de symbole, entre guillemets, faussement républicain. Ce sont les valeurs de la France. Les soldats se font tuer pour la France, et en revenant dans l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire si la France se retrouve en elle-même, les Français se retrouvent en eux-mêmes, et bien à ce moment-là, pour employer une belle formule, ils se retrouveront le phare du monde, parce que le problème que nous avons en France, c'est le problème du monde entier. Cette espèce de pieuvre que vous appelez financière, c'est Mammon. Mammon, c'est le nominalisme qui tue l'être, si vous voulez. La financiarisation tue l'économie, nous le voyons, et donc il faut se ressourcer dans la réalité de ce que nous sommes, et à ce moment-là, nous deviendrons invincibles parce que nous avons les vraies valeurs. Ce sont nos prédateurs qui nous copient. Macron est un singe, si vous voulez, c'est un singe de la France, c'est un singe des symboles. Vous savez qu'il s'est singé en Jeanne d'Arc, mais il s'est singé en Gilet jaune, il s'est singé en Roi de France, il se singe en tout. C'est ce qu'on appelle le ventriloquisme. Je voudrais quand même que nos auditeurs comprennent que le ventriloquisme, c'est la capacité de prendre votre parole, de la faire vôtre et de la retourner contre vous. C'est la triangulation. Donc nous avons les armes de la victoire, mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement criminel, c'est un crime. Il ne faut pas dire vérité, on peut dire liberté, bien entendu, nous voulons la liberté, mais c'est synonyme de français. Français, c'est égal libre. Mais il faut que nous sommes les Francs sont des guerriers, les Francs on ne demande pas la liberté, on la retrouve, si vous voulez, et il faut dire maintenant que la première valeur, c'est la vérité scientifique, la vérité du traitement. Et je rappelle que quand même dans ce qui avait été proposé à Macron au nom de la nation le 28 avril, c'était de tout baser sur le traitement. Mais nous n'avons plus à avoir peur, puisque nous avons le traitement. Et il y aurait eu 5 fois moins de morts. Et maintenant, la solution, ce n'est pas de s'enfermer, d'arrêter l'économie, le pass, c'est la liberté du traitement. Et je voudrais que quand même que les médecins qui nous écoutent témoignent, comme ils ne le font pas, en disant « nous avons traité, nous avons guéri ». Et l'ordre des médecins, qui date de Vichy d'ailleurs, comme vous avez actuellement ça a été dit par M. Jean-Jean des Hospitaliers, il dit maintenant nous ne pouvons pas lutter parce que nous avons une autorisation, nous avons une licence. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas gentils avec notre bon maître Macron, eh bien on nous enlève la licence. Donc retrouvons la liberté, mais la liberté, ça se reprend justement par la résistance dont vous parlez. Et la résistance du mois d'août doit casser l'offensive de l'ennemi, si j'ose dire, qui veut nous tenir dans les fers et doit nous mener à la reconquête pour les présidentielles à travers vos comités de salut public et avec les nouveaux candidats qui doivent balayer ces faux candidats, sachant que les Gilets jaunes, la magie des Gilets jaunes, c'est le vrai mouvement de la France en marche qui était la vérité de ce que voulait Macron, ce dont il rêvait, parce que la République en marche, c'est vraiment qui a mis la France à l'arrêt. Donc maintenant, c'est vraiment l'inversion totale, si vous voulez. Voilà. Et donc, il faut que les mots-clés soient le crime, le traitement, effectivement, et la vérité. Et à ce moment-là, il faut refaire cette doctrine à partir de ce fer de lance, et à ce moment-là, moralement, nous avons la force absolue, parce que rien n'est plus contraire au droit de crime. Voilà. Alors, je pense qu'on a bien compris l'idée de cette nouvelle doctrine politique. Alors, comme ça fait déjà 1h15 que nous sommes en direct et que
Ça fait un petit peu, voilà, c'était costaud, c'était très riche. C'est déjà un long format. Je vous Et donc, remercie il faut pour quand même lancer le blocage de toute la politique de passe pour demain. Il faut que le Alors voilà, blocus Monsieur Pince, c'est ce à quoi je voulais venir, parce que d'ailleurs, j'ai relevé un certain nombre de commentaires qui allaient dans ce sens. Les gens demandent effectivement quoi faire. Passons à l'action. Et donc, quelle action, quel mot d'ordre, sachant qu'effectivement, donc demain, c'est la mise en place du pass sanitaire, faussement sanitaire. Voilà, donc déjà, commençons par employer les mots. anti-sanitaire. Un langage de vérité. Donc, ce pass faussement sanitaire et ce pass plutôt, j'ai envie de dire, sécuritaire et répressif. Qu'allons-nous faire demain? Quel est le mot d'ordre pour les Français demain? Que devons-nous faire pour nous mettre en marche, nous mettre en résistance, voilà, dès demain? J'ai envie La résistance, je pense, il y a une démarche de résistance qui est là. C'est pas moi qui l'ai invoqué, c'est pas nous, c'est les Français qui spontanément sont allés dans la rue. Donc il y a une démarche de résistance. Ils veulent résister à une forme d'oppression qu'ils ont comprise, confusément, consciemment ou inconsciemment, mais ils ont compris que quelque chose ne va pas. Maintenant, vu que la guerre est principalement cognitive, cette guerre cognitive passe par ça, les écrans, en permanence, l'ordinateur par lequel je vous parle, mais aussi les téléphones et les télévisions. Mais ça, c'est dans la poche de chacun. Et les miracles de la technologie font que c'est aussi un téléphone, mais aussi un appareil photo vidéo qui peut retransmettre en temps réel. Donc ça, en fait, c'est une première arme des citoyens. C'est un instrument qu'ils doivent retourner contre leur maître. Les maîtres utilisent ça pour essayer de vous soumettre. Vous allez utiliser ça pour montrer l'abjection de ce qui se passe au quotidien en invoquant la loi. La loi est là pour vous défendre. Certaines lois n'ont pas été abrogées. Donc dans les lieux publics comme les lieux privés, s'il y a l'évocation d'un décret pour vous empêcher de vous asseoir, empêcher de pénétrer, que ce soit l'hôpital ou autre chose, vous devez invoquer d'autres lois qui n'ont pas été abrogées, qui existent toujours et qui sont supérieures dans le bloc de constitutionnalité, qui sont supérieures au décret. Et ces lois, c'est les lois par exemple sur la discrimination à la santé. L'article 225-1 et 2 du Code pénal, il existe toujours. Donc si sur l'usage d'un téléphone qui filme la violation d'une loi manifeste par un tenancier, un restaurateur, un fonctionnaire, une patrouille de police, quoi que ce soit, vous ne pourrez pas, peut-être vous personnellement, arriver à faire infléchir tout un système, mais le déluge de preuves, et après, pourquoi pas, de procédures qui pourraient en fait découler de toutes ces pièces à conviction que vous aurez ici, parce que ce sont des pièces qui sont en fait opposables. Ces pièces opposables, vous pourrez les utiliser ensuite. Et ce déluge pourrait faire reculer ces diables. C'est en tout cas ce que je pense. Diable venant du grec diabolos, c'est-à-dire la division. Ils veulent nous diviser. Donc nous allons nous réunir dans une action complète, que ce soit de la résistance douce, de la résistance moyenne, de la résistance forte. Il faut résister. C'est un principe global. Que vous résistiez par vos mots, que vous résistiez par votre physique, en ayant en fait une aura face à la personne. Je cite un exemple. J'ai pris le train la semaine dernière. J'étais dans le train et j'ai fait état de mon ancienne fonction quand j'ai été sur le point d'être verbalisé par un agent de la SNCF parce que j'avais mon masque sur la bouche et pas sur le nez. Imaginez le blasphème, imaginez la violation de la loi. Bref, donc j'avais ce masque sur le menton, voire sur la bouche parce que j'avais besoin de respirer quand même. Cette personne a voulu donc me verbaliser. Je vais d'abord, il se sentait très mal, très très mal, parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font, tous ces gens-là. Vous aurez quelques idiots utiles du système, très peu cortiqués, très peu conscients, qui vont en fait être les gardes-chiourmes, qui vont être les cerbères du système, mais vous avez beaucoup de gens en face, dans les institutions, en gendarmerie, en police et à différents endroits, qui ne seront pas forcément ces cerbères. Ils ont une partie consciente, parce que leurs familles et leurs enfants sont aussi touchés par tout cela. Eh bien, cette personne qui me contrôlait, j'ai placé un germe dans son esprit. Je lui ai dit, mais vous savez, monsieur, ce que vous êtes en train de faire là, ça me fait penser aux heures les plus sombres. Ça me fait penser à 1940, quand les agents de la SNCF, certains ont résisté,
mais d'autres n'ont pas résisté, ont collaboré. Et en fait, on déportait des gens ensuite vers les camps. Et quand je lui ai dit ça, il m'a verbalisé. Il est revenu 10 minutes plus tard. Le germe avait poussé dans son esprit. Et il s'est dit, écoutez, j'enlève le procès verbal, c'est pas normal, mais restons discrets. Faisons-le discrètement, mais je retiens le procès verbal. C'est pas une grande victoire, mais si je peux le faire moi à mon petit niveau, par centaines de milliers, par millions, nous pouvons le faire. Et une fois que c'est fait par centaines de milliers, par millions, le système est défait. C'est une défaite d'une bataille du système dans cette longue guerre qui ne fait que démarrer et qui ne va pas finir en août. Je vous l'annonce. Alors, Monsieur Lipinski, est-ce que vous voulez ajouter, je vais démuter votre micro, voilà. Mais, hop. Alors, Monsieur Lipinski, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose donc, sur le mot d'ordre dès demain Le capitaine Alexandre Juvin-Brunet a parlé d'image. C'est une superbe image qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que la force morale, on n'est vaincu que quand on veut céder. Il y a toujours une manière de résister. Moi-même, pour prendre un autre exemple, dans un hôpital où l'on voulait m'imposer le test PCR, j'ai dit « nous ne sommes pas du bétail ». Et bien, finalement, il a craqué. C'est-à-dire que, aussi par rapport aux articles, l'article 2 des droits de l'homme, c'est le but de toute association politique et de la conservation des droits naturels. C'est-à-dire que nous avons des droits naturels. Nous ne sommes pas du bétail, nous ne devons pas être traités. Donc, le mot d'ordre dont vous parlez, c'est ce qui s'est passé lors du débarquement. Vous voyez, il faut casser le moral d'abord, parce que quand vous dites à quelqu'un qu'il est un criminel ou qu'il est coupable ou qu'il ne fait pas ce qu'il faut, il a quand même une conscience. Il faut le choc métaphysique. D'abord, c'est un choc de confiance, de montrer qu'on est résolu, qu'on ne cédera pas et qu'eux sont au service d'un système criminel, comme vous l'avez décrit. À partir de ce moment-là, le cerveau du père de famille ou d'autres se met en marche. Donc, le mot d'ordre, c'est le blocus du 9 août. Tout doit être fait, chacun avec le génie, notamment qu'a décrit le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, chacun à sa manière. Il faut que les courages s'arrêtent. C'est-à-dire la machine de guerre allemande, si on prend l'image, tout à coup le téléphone ne marche plus, ça s'arrête, en tout bien, tout honneur, sans violence. Et je rappellerai que c'était la stratégie de Gandhi, rendre l'injustice visible, rendre le crime visible et surtout rendre le traitement visible. C'est-à-dire que si le traitement est à l'honneur à nouveau, tout redémarre et le mot d'ordre, c'est retour immédiat dès que possible à la vie normale. Il faut arrêter cette politique criminelle. Donc, blocus, chacun à sa manière et comme vous l'avez dit, l'un c'est un peu plus petit, l'autre et surtout criminaliser cette politique en donnant mauvaise conscience à l'oppression. C'est ça le mot d'ordre, c'est le blocus du 9 août 2021, en attente. Après, il faut casser l'offensive par cette contre-offensive. Il faut reprendre l'initiative. Nous n'avons pas à avoir peur. Le traitement existe. Il y a 7 pour 10 000 de morts qu'il y a eu en plus, y compris le fait qu'on n'avait pas soigné. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout existe. Nous avons une véritable médecine. Utilisons-la et nous mourrons toujours. Mais je veux dire, dernier chiffre. La moyenne de mortalité du coronavirus officiel, c'est 82 ans. La moyenne de vie des Français, c'est 82 ans. Donc, n'ayez pas peur, retour à la vie normale et ne soyons pas morts avant de l'être. Voilà. Donc, blocus, le plus fort, il faut qu'il se passe quelque chose demain. La pire des choses, c'est si nous mettions la camisole et que il ne se passe rien, tout soit normal. Et je rappelle que lorsqu'il y avait les fusillés, pour l'exemple, en 14, dans les rapports de ces pauvres gars qui avaient eu peur, finalement, mais qui étaient fusillés, pour l'exemple, le commandement envoyait un ordre en disant « il n'y a pas eu d'incident ». Ce qu'ils craignent le plus, c'est les incidents, et je dis incidents verbaux, la résistance, montrer qu'on n'est pas d'accord. Le violeur, il faut qu'on dise au minimum « non, nous ne sommes pas d'accord ». C'est l'iniquité, comme disait Gandhi, c'est un crime, qui disait Gandhi aussi, il y a des lois justes et des lois injustes. Là, c'est pire qu'une loi injuste, c'est une loi criminelle. Voilà le mot d'ordre, chacun doit faire son devoir, selon son génie et selon la très belle image qu'a donnée le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, et c'est l'image qu'il faut garder en tête, et il faut faire de même, voire mieux s'il y a affinité. Alors, merci. Parfaitement, oui. Et j'ajouterai, je me suis lancé pour défi demain de prendre un café en terrasse ou d'aller m'installer à la table d'un restaurant et de démontrer que voilà, demain, le jour du pass sanitaire, eh bien, je vais continuer d'aller au restaurant parce que je suis sûr que j'arriverai malgré tout à trouver une place dans un restaurant.
Et, et bien évidemment, il faut soutenir effectivement tous ces Français qui font preuve d'un immense courage et qui sortent du bois, et notamment au niveau des médecins, des infirmiers et de tous les personnels, de tous les professionnels de santé, des professionnels soignants, et notamment aussi des pompiers. Voilà, moi je suis à Marseille actuellement, et la manifestation de Marseille hier était ouverte par les pompiers. Donc voilà, je voudrais justement en revenir là-dessus. Monsieur Pinsky, si vous voulez faire une petite incise, je vous laisse. Oui, une petite incise. Je suis en rapport notamment avec un médecin qui est déprimé quand il m'a dit « je vais devoir arrêter ». J'ai dit « non, il faut regrouper vos patients. Vous êtes un médecin, vous devez soigner. C'est comme la mode féodale, il faut se regrouper. C'est comme une sorte de société parallèle avec tous ceux qui résistent et il faut être solidaire. C'est ce qu'il disait, quand on est unis, on est plus fort. Les médecins, les vrais médecins doivent continuer. Il faut témoigner et il faut donner mauvaise conscience à ceux qui nous oppriment. J'allais dire, selon la technique de la non-violence, évidemment, de Gandhi. La véritable, il faut retourner, voilà. Tout à fait. Si vous me permettez, je voudrais dire un dernier mot, plutôt une adresse d'espoir pour les Français. Tous ces actes de résistance au quotidien vont vous épuiser, moralement, intellectuellement, et c'est normal. Donc, il n'y a pas de problème à être fatigué intellectuellement, moralement, de toutes ces petites actions que vous allez faire au quotidien, dans les supermarchés, dans les administrations, dans les hôpitaux, tout ça. C'est fatigant moralement. Mais après avoir, entre guillemets, livré ces petits combats individuels et collectifs toute la semaine, revenez en manifestation, parce que vous verrez que dans les manifestations, c'est là où vous allez recharger votre force morale par la réunion. Vous serez parcellisé, seul toute la semaine, comme nous sommes tous ce soir par exemple, mais le samedi, nous refaisons communauté. Nous redonnons du sens à notre action collective. Donc, soit vous choisissez de vous coucher, et c'est terminal, et vous ne vous relèverez pas, soit vous mettez un seul genou à terre, mais vous pourrez vous relever, soit vous vous mettez debout. Mais à la fin, il n'y a que deux positions, couché ou debout. Et si vous êtes debout, battez-vous. Et si vous vous battez, vous n'êtes pas seul. Et vous viendrez le samedi recharger vos batteries dans tous les coins de France et tous les centres-villes où les citoyens se regroupent pour refaire communauté et bientôt refaire démocratie ensemble. Merci. Et j'ajouterais qu'il est possible de refaire communauté aussi en semaine, et que les manifestations, c'est important pour faire du réseau et pour se mettre en lien, justement pour pouvoir agir en semaine et justement sortir de l'isolement, sortir de la solitude. Voilà. Et vous rencontrerez peut-être en manifestation un voisin ou quelqu'un qui habite votre ville ou votre quartier, et vous serez à même du coup ensemble on est plus fort. Il faut sortir absolument de cet isolement. Et donc du coup, moi, la question... Il faut aussi maximiser ses efforts. C'est-à-dire qu'on a des familles, on a des vies, on a des métiers. Donc je l'ai observé, il y a beaucoup de petites manifestations tous les jours qui ne sont pas massives parce que les gens ont leurs occupations et c'est tout à fait normal. On ne peut pas tout couper d'un coup. Il y a des enfants à élever, il y a encore des métiers à souscrire, il y a encore des crédits à payer, tout cela. Donc c'est compliqué. Mais ce n'est pas forcément au niveau de la manifestation, ça peut être aussi, par exemple, simplement… Non, ce que je voulais vous dire pour finir ma phrase, c'est qu'on revient à un principe militaire. Foch, concentration des efforts, économie d'échelle. Si vous concentrez des efforts sur certains points et dans certains compartiments terrain et dans certains endroits, moments, je veux dire, vous serez plus performant, plus percutant et vous allez maximiser votre petite énergie individuelle, sera maximisée dans un grand ensemble. C'est tout ce que je voulais vous dire. Très bien. Et je crois que le dernier point, c'est qu'il faut que demain, l'objectif, c'est 0 QR code. Bon, même si ça paraît, il faut qu'il se passe quelque chose et continuer. Et bravo pour votre témoignage. Et donc, il faut se regrouper effectivement autour de ceux qui résistent. Et comme l'a très bien décrit le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, c'est dur, mais c'est ce qui va sauver des vies, quoi qu'il nous en coûte, et ce qui va sauver l'avenir de la France. Il l'a. C'est-à-dire que plus on cède, plus on est étranglé. Donc, c'est maintenant que l'effort qu'il faut consentir a le maximum de résultats, parce qu'une fois qu'on est complètement dans la nasse, eh bien, c'est encore plus difficile. C'est maintenant qu'il faut donner le coup de collier, le coup de delier, le coup de bélier, dès demain. Merci. Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vous propose qu'on finisse sur ces belles paroles, après tout. Moi, je dirais simplement que c'est la première fois, le problème numéro 1, c'est la vérité scientifique. C'est la première fois dans l'histoire du monde que la vérité scientifique sur la médecine
est notre priorité, que les Français comprennent qu'on a la solution, que le gouvernement nous l'a refusé. Le traitement, c'est la vie, le vaccin, c'est la mort. Et si vous voulez, comme le disait le président Macron très malignement, si vous ne faites pas ça pour vous, c'est pour les autres, c'est exactement l'inverse. Si vous aimez votre prochain, c'est vous-même en refusant que vous allez suivre les. Je rappelle qu'il y a eu 3 fois plus de morts dans les EHPAD. Leur slogan à la Tartuffe, c'est qu'il faut sauver les plus faibles. Les plus faibles sont morts à coups de Rivotril, désespérés, en cherchant comme George Floyd. Il y en a qu'un aux États-Unis qui est mort asphyxié. Et dans les EHPAD, ils sont morts asphyxiés en cherchant à arracher leur masque. Donc, ayez cette image, sauvez des vies, quoi qu'il vous en coûte. Et non seulement vous sauverez celle des autres, mais la vôtre. Et la vie de la France, la résurrection de la France est à ce prix. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci. Eh ben, merci. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le chat et pour ce direct. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu pour nous aider au référencement, puisque vous le savez, nous sommes victimes de shadow banning. Et je vous dis à la prochaine. Et puis, vive la France! Vive la France! Victory!